Bonjour à tous et bienvenue à ce 28e Café Génial. On commence à en avoir fait pas mal. Aujourd'hui, du coup, nous sommes avec Mélina Choupin, Pierre Saroui et Émilien Pegatoke, pardon, c'est vrai qu'on ne se connaissait pas, sur un sujet, donc l'accompagnement de la pratique des sports de nature sur mon espace naturel. Donc, on aura une présentation de Pierre que je laisserai se présenter tout à l'heure, qui travaillait jusqu'à maintenant pour animer du coup l'outil Biodisport dans le département des PO, mais qui, je le précise, aujourd'hui n'y est plus. Il a terminé en novembre et on le remercie d'autant plus de venir quand même aujourd'hui à ce café pour nous présenter la démarche. Et Mélina et Émilien, du coup, qui viennent nous présenter leur retour d'expérience sur la gestion d'un site naturel très, très fréquenté au niveau du canyoning et de la baignade. Je crois que c'est les cascades du Parapluie ou les sources Parapluie. J'ai un petit doute. Voilà. Euh, donc, comme d'habitude, avant de débuter, quelques petites consignes. N'hésitez pas, du coup, à laisser votre caméra allumée pendant les présentations et puis au moment où vous posez les questions, c'est toujours plus sympa qu'un écran noir. Si vous ne le souhaitez pas, c'est pas obligatoire, pas de souci. Vous pouvez utiliser le chat pour interagir, mais l'idée, c'est de faire, voilà, il y a une petite quinzaine de minutes de présentation suivie de 15-20 minutes d'échange, donc de garder plutôt vos questions et d'interagir à l'oral suite aux présentations. Euh, voilà, je crois que j'ai tout dit. Le webinaire est donc enregistré et sera rediffusé ensuite sur notre chaîne YouTube. Et je vous propose qu'on fasse un petit tour d'écran rapidement, du coup, avec nom, prénom, votre structure et si vous avez un mot que vous évoque la thématique de l'accompagnement des activités de pleine nature sur les espaces naturels, on vous invite à le dire pour faire un petit nuage de mots en fin de café. Donc, dans l'ordre de mon écran, je vais passer la parole à Damien, qui est une vieille carte postale en fond d'écran, et je suis bien curieuse de savoir où c'est d'ailleurs. Dans le Lot, je suppose. Damien, tu nous entends? Ah, eh ben ça commence, Damien est parti. Eh bien, on reviendra à Damien tout à l'heure. Dominique? Oui, bonjour. Donc, région Occitanie, chargée de mission, parc naturel régional et bientôt réserve naturelle régionale. Geoffroy? Ah, avec le micro, Bonjour à tous, vous m'entendez? c'est mieux. Ah voilà. Oui, bonjour à tous. Donc Geoffroy Vette, chargé de mission activité de pleine nature sur la communauté de communes de la Vallée de l'Hérault. Voilà. Un petit mot? Un Un petit mot petit sur les sports de pleine nature, sur c'est top. l'accompagnement, sur Sur que ça l'accompagnement, non, non. t'inspire? Non. L'accompagnement des sports de pleine nature, je dirais partage de l'espace. Voilà. Merci. David? Avec le micro aussi, s'il te plaît. Oui, oui, pardon. Bonjour, oui, donc David Barillot, espace naturel sensible, conseil départemental du Lot, donc comme Damien Villatte. Donc voilà, avec effectivement des activités de pleine nature sur les sites labellisés ENS. Alors, je vais pas tricher en disant aussi partage de l'espace parce que c'est déjà fait. Mais non, là, j'ai pas de mots là qui me viennent comme Après, on ça. a le droit de redire les mêmes choses, hein. Quand il y a des thématiques qui reviennent, ça fait des mots plus gros et ça montre que justement, c'est le sujet important. Je crois que Damien est revenu. Oui, excusez-moi, j'avais zappé Pas de le souci. micro. Donc oui, Damien Villat, donc je travaille au département du Lot et donc je suis gestionnaire d'espaces naturels dans l'ouest du département, donc avec des zones plutôt sur les zones humides, donc des zones de marais et des forêts de landes acides. Voilà. Ok. Merci, Ah Damien. oui, un mot, Oui, conciliation. Je crois que c'est le maître mot. pas mal, effectivement. Rémi? Oui, bonjour à tous. Donc Rémi Lafitte, en charge de mission sur la maîtrise des sports de nature, manifestations sportives au sein de la Fédération des réserves naturelles catalanes. Du coup, sur la présentation de l'outil Biodisport, on a travaillé justement avec le département pour faire remonter en tout cas nos données naturalistes via le géotrek qu'a mis en place donc, le département des Pyrénées-Orientales.
Et après, voilà, je suis curieux, voilà, de voir un petit peu les autres aussi présentations, parce que les retours d'expérience justement sur la gestion de la fréquentation et en particulier des pratiques enfin, sportives ou autres de loisirs, voilà, c'est toujours intéressant par rapport aux enjeux de conservation qu'on peut retrouver dans nos espaces protégés. Donc merci. Merci Rémi. Camille? Donc Camille Ferrer, je suis chargée de mission Natura 2000 sur le massif de la Clappe au parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée. Et pour le petit mot, j'en ai eu deux qui me sont venus en tête. J'ai le droit de dire les deux. Tu as le droit. Multiplication des activités et concertation. Merci Camille. Damien? Bonjour, Damien Lapierre. Je suis sur la réserve naturelle du massif du Pibès-Taouillette, 5000 hectares de piémont montagnard, sur lequel on a plus de 37 activités différentes de loisirs. Et on est en pleine rédaction du plan de gestion, donc à plein de questions et besoin d'idées. Et même des hélicoptères des fois. J'étais présente. Aussi. Laure? Laure, est-ce que tu es avec nous? On ne t'entend pas? Oui, bonjour, excusez-moi. Pas de souci. Bonjour à tous. Donc, Laure Jacob, j'ai ma lumière là. Laure Jacob, chargée de mission au milieu naturel, faune-flore au parc naturel régional des Grands Causses. Donc, je rejoindrai un peu ma collègue de la CLAP là sur le mot. J'avais noté diversification, mais on peut mettre multiplicité par rapport aux activités. Merci Laure. Camille? On est deux, Camille? Ah oui, il y a Camille Junot aussi, de la RNR Confluence Garonne-Ariège. Elle a justement mis un mot sur la discussion qu'elle ne pouvait pas ouvrir son micro. Ah, eh ben, merci beaucoup Camille, du coup, d'avoir pris connaissance de ce message que je n'avais pas vu. C'est noté, Camille. Angélique? Oui, c'est ma collègue Jérôme Dao, c'est ma collègue Christelle qui me dit qu'elle a un souci, elle est en train de régler ça. Ah, Elle va se Christelle reconnecter. aussi. Donc, il y a deux soucis de micro, ça marche. C'est noté, merci Jérôme. Angélique? On est nombreux ce matin. Ah, on ne t'entend pas, Angélique, non plus. Et pourtant, tu as ton micro activé. Il doit y avoir un petit virus de micro. Ça ne fonctionne pas. Du coup, Jérôme, ça avait l'air de fonctionner, toi. Du coup, je te passe la parole. Bonjour, Jérôme Dao, je travaille au Conservatoire botanique Pyrénées-Midi-Pyrénées, notamment avec ma collègue Nadine Sauter qui va arriver. Et voilà, ça m'intéresse un petit peu de suivre ces questions d'espace ouvert au public, hein. Moi, je suis plus sur les espèces exotiques envahissantes, mais partout où il y a du transit, il peut y avoir aussi de l'exotique. Donc voilà, ça m'intéresse de voir un petit peu comment les interactions, en tout cas, entre public et espace. Super. Merci Jérôme. Et s'il n'y avait qu'un seul mot, je dirais caillou, parce que je pense aux falaises. Ça marche. Nadine? Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, très bien. Donc, bonjour, Nadine Sauter. Je travaille donc au Conservatoire botanique, qui est basé à Bagnères de Bigorre. Et donc, je suis animatrice du programme Roca Nature, qui est un programme qui vise à concilier les sports de nature en milieu rocheux, spécifiquement en milieu rocheux, et la préservation de la flore. Merci Nadine. Et un petit mot du coup? Un petit mot. Un petit mot que... Oh là là. Moi, je te prends un peu de cours là. Oui, peut-être. Je réfléchis. Alors du coup, Angélique, tu t'es présentée dans le chat, mais si Camille avait proposé de te présenter en tant que collègue. Donc Angélique du parc de la Narbonnaise, et tu es animatrice des sites Natura 2000 des temps de la Palme et cours inférieur de l'Aude. Et donc, concertation pour le mot. Merci beaucoup, Angélique. François-Xavier? François-Xavier, on ne t'entend pas. Très bien. Et sinon, alors là, du coup, c'est une personne que je ne connais pas encore, monsieur ou madame Firmin. Le A, je ne sais pas. Oui, c'est ça, c'est Antoine. Antoine. Donc, bonjour Antoine.
Bonjour, Enchantée. enchanté. Désolé, je suis arrivé en retard, du coup, j'ai pas entendu le début. Pas de souci. Oui, ben, Juste te présenter. Oui, ça marche. Ben, j'accompagne ma collègue Camille Jonot, et donc RNR Confluence Garonne-Ariège. Donc très intéressé par ces questions parce qu'on est aux portes de Toulouse sur une réserve avec de nombreuses activités sportives, donc en plein dans la thématique. Voilà. Et Et beaucoup de pour un mot, fréquentation aussi, hein. oui, c'est ça, grande fréquentation et activités variées. Donc, voilà. Et Et pour le petit mot, pour le petit mot, on va dire zone humide, c'est la thématique en ce moment. Voilà. ok, ça marche. Merci Antoine. Avec plaisir. Du coup, je crois qu'on a fait le tour de tout le monde, à part Mélina, Emilien et Pierre, mais du coup, qui se présenteront en début de leur présentation. Euh, eh bien, je vais passer la parole à Pierre. Je te laisse partager ton écran. Oui, je fais ça de suite. Partager. Est-ce que c'est bon, ça fonctionne? C'est parfait. Nickel. Merci Bon, je vais Pierre. essayer de tenir le délai. Normalement, c'est une présentation que je fais en 45 minutes, 1 heure. Donc, je vais essayer de réduire, mais c'est possible que je passe à côté de détails. Donc, il ne faudra pas hésiter à poser des questions à la fin. Donc, comme le disait Julie en introduction, donc, j'ai travaillé au département sur la mise en place de Biodisport. Donc, j'y travaille plus. Donc là, c'est vraiment une présentation que je fais pour vous présenter l'outil, mais c'est pas du tout au nom du département. S'il y a des questions complémentaires, je sais qu'il y a Rémi aussi qui est là, et j'y reviendrai. Les réserves ont largement contribué du coup au développement de l'outil. Donc pour me présenter en quelques mots, donc j'étais chargé de mission randonnée, donc au service randonnée activité de pleine nature, enfin la mission randonnée activité de pleine nature, donc au département des Pyrénées-Orientales. J'ai réalisé cette mission de février du coup à novembre 2023. Donc j'ai terminé là il y a 15 jours. Et l'objectif, donc, c'était de mettre en place l'outil Biodisport à l'échelle du département. Donc, bon, là, je vous ai mis un petit ordre du jour. Il va y avoir une introduction très très brève, donc c'est pour ça, si j'oublie des détails, il ne faudra pas hésiter à me reprendre. Une démonstration de l'outil, parce que je pense que ce sera d'autant plus parlant que l'intro. Des exemples, pour que ce soit encore plus parlant. Et puis à la fin, je pense qu'il vous intéresse aussi peut-être les difficultés et les limites de ce genre de projet, dont il faut avoir conscience au début. Donc, c'est un outil qui existe depuis 2016, donc c'est à peu près 7 ans de recul. C'est un outil qui a démarré donc en région Auvergne-Rhône-Alpes, plutôt du côté de l'Isère, et ça a été mis en place par la LPO. Donc l'origine même du projet, c'était répondre à des problématiques de la même thématique que la réunion d'aujourd'hui, avec l'idée de concilier sport de nature et préservation de la biodiversité, et d'essayer de créer un outil qui puisse prévenir en amont les sportifs et les sportives des enjeux environnementaux pour que ils se retrouvent pas le jour J face aux enjeux et du coup en ayant déjà occasionné des dégâts parfois irréversibles. Du coup, pourquoi le département s'est emparé de cette thématique, ou en tout cas a eu la volonté de le piloter à son échelle? C'est que ça rentrait complètement dans les thématiques GDSI-PDSI. Simplement, ça venait apporter un outil un peu plus concret que n'avait pas forcément notre GDSI-PDSI qui est en cours de construction. Et, et simplement, ça nous permettait aussi d'aller au-delà des sites inscrits au GDSI, de cibler vraiment absolument tous les sites du moment qu'il y avait un conflit ou une pression. J'ai mis un petit dessin à côté qui illustre bien ce qu'on peut rencontrer parfois. Avant de mettre en place l'outil, on a essayé de faire un maximum d'entretiens avec des structures qu'il avait déjà mis en place pour essayer de voir les difficultés, ce qu'il fallait pas faire, ce qu'il fallait faire, en ayant bien en tête que chaque territoire est différent forcément, du point de vue des acteurs, des contraintes, etc. Et on a essayé d'être à peu près exhaustif, donc on a contacté des PNR, des départements, des parcs nationaux et puis des associations. Et avec tout ça, on s'est dit, OK, notre première question, en fait, si vous voulez, de départ, parce qu'on avait déjà eu quelques retours terrain, surtout quelques inquiétudes, c'était la plupart des inquiétudes tournaient autour du fait de divulguer des données sensibles et de l'impact que ça pouvait avoir. Dans le sens où si on divulgue par exemple la présence d'un gypaète, est-ce qu'on va pas avoir des photographes, est-ce qu'on va pas avoir plein de curieux et du coup beaucoup plus de gêne? Donc ça, c'était des retours qu'on avait dans les Pyrénées-Orientales. Et,
est légitime. Et donc, on a posé cette question à chaque fois qu'on a contacté une nouvelle structure. On leur a dit, vous, quand vous l'avez mis en place, est-ce que ça s'est produit? Comment ça s'est passé, etc. Et on a été agréablement surpris parce qu'aucune des structures avec lesquelles on a échangé n'a rencontré ce genre de difficultés. En tout cas, ce n'était pas le premier truc qui nous faisait ressortir. Et ce qu'il disait, c'est que la plupart de ceux qu'on a en tête dans ces cas-là, c'est-à-dire photographes animaliers notamment, ou des personnes malveillantes, il y en a une ou deux par-ci par-là, ben, c'est des personnes qui ont d'autres canaux d'information et qui auraient été au courant de toute façon de la présence de ces espèces-là. Et donc, pour eux, ça n'avait pas de réel impact. On s'est vite rendu compte aussi de la différence peut-être culturelle, je ne sais pas, entre les Alpes et le côté pyrénéen. De leur côté à eux, ça leur posait aucun problème de divulguer des données, en fait. Ils ont même fait ça massivement sur des petites zones, etc. Alors que chez nous, dans les Pyrénées, c'est peut-être encore un peu différent. Mais nous, notre objectif n'était pas du tout de divulguer les données, je vais y revenir. Donc ça, c'était la période d'entretien. Ça nous a permis donc d'avoir beaucoup de retours et d'être capable de répondre à pas mal de questions. Mais simplement, on a voulu construire le projet du coup avec des personnes qui sont sur le terrain, parce que le département, nous, on est un petit peu éloigné, rarement sur le terrain. Alors on y est de temps en temps pour assister à des réunions, mais on n'est pas vraiment dans les espaces naturels. Donc c'était sûr qu'on allait être à côté de la plaque si on le développait tout seul. D'autant que donc Rémi Lafitte est présent aujourd'hui, mais c'était lui qui avait commencé à mettre en place l'outil dans le département des Pyrénées-Orientales, donc pour les réserves, parce que les réserves sont partenaires au niveau national. Et du coup, ce qu'on a choisi de faire, c'est de prendre des espaces un peu larges, donc les deux PNR, donc Corbière-Fenouillette, j'ai vu que Marie était là aussi. Le PNR Pyrénées-Catalanes, le syndicat du Canigou, c'est pas ce zonage, je me suis planté en le mettant, mais il est un peu plus large, ça donne une idée. Et puis après, on avait comme idée aussi de développer côté Albert, avec l'animatrice Natura 2000, ça finalement on l'a pas fait. Mais l'idée aussi, c'était que c'était des territoires qui regroupaient de nombreux acteurs, où il y a déjà des choses qui sont mises en place, donc pour une phase test, ça s'y prêtait plutôt bien. Donc je vous ai mis les différents acteurs qui ont été conviés. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rapproché des PNR qui ont déjà l'habitude de faire des concertations, de réunir de nombreux acteurs, d'organiser des réunions, etc. On leur a demandé, OK, avec quels acteurs vous avez l'habitude de travailler, ils nous les ont donnés, et on a organisé comme ça des petites entrevues individuelles avec chaque acteur pour leur présenter l'outil, prendre le temps de répondre à leurs questions. Et une fois que tout le monde était au courant de la démarche, on a organisé des concertations. Alors, à l'inverse de plein de territoires en France qui ont organisé d'emblée des concertations entre sportifs et naturalistes, ou en tout cas entre acteurs de l'environnement, nous, on a souhaité simplement cibler au début les acteurs de l'environnement parce qu'on s'est très vite rendu compte que au sein même de ce groupe, il y avait beaucoup de discorde et que tout le monde n'était pas d'accord. Et le souci de ça, c'est que si on se retrouvait face aux sportifs avec des avis divergents côté naturaliste, ils allaient se dire, OK, ils sont même pas d'accord entre eux, nous, on va pas jouer le jeu de faire des efforts aussi. Donc, bon, spoiler alerte, on n'a pas pu aller du coup côté sportif. Ça s'est arrêté côté naturaliste et environnement. J'ai simplement tenu au courant tout au long de la démarche le côté sportif. Mais j'y reviendrai à la fin sur les limites, vu que mon contrat était à durée déterminée, que c'était une multiplication de petits contrats, c'était vraiment pas évident pour organiser tout ça. Donc, on a fait comme on a pu, quoi. Et voilà un petit peu ce qu'on a mis en place. On avait comme souhait d'étendre sur la plaine et le littoral, mais pareil, c'est peut-être des choses qui viendront plus tard, mais qui n'ont pas été faites. Je vous ai mis aussi les dates des concertations ici. Donc, bon, la première a été faite au syndicat du Canigou, puis après on a enchaîné dans l'été. C'est des concertations qui ont été vraiment intéressantes et qui ont permis de faire ressortir pas mal de choses. Là, pour rentrer un peu plus dans le détail, Biodisport, comment ça marche? Donc, c'est vraiment un schéma très simplifié pour que vous compreniez le principe. Mais on a deux types de possibilités. On a la possibilité de vouloir faire apparaître une zone réglementaire. Bon, là, c'est plutôt simple parce que généralement, c'est des zonages déjà publics. Mais nous, on a souhaité quand même faire que ça rentre dans les concertations. Ou alors, on identifie une pression entre activité de pleine nature et une espèce. Et c'est uniquement ça, et je veux vraiment insister là-dessus, c'est que Biodisport n'est pas du tout un observatoire. L'idée, c'est pas d'inonder une application de plein de données, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est destiné aux pratiquants. Et du coup, si eux, ils tombent sur une constellation de données, ils vont rien y comprendre, et ça perdra complètement son objectif. Donc nous, on a vraiment ciblé, dans les concertations, des lieux où il y avait une forte pression et une volonté d'informer. Une fois que c'est concerté, si
les personnes autour de la table sont d'accord, on crée le zonage et puis on diffuse. Pierre, Je vais vous montrer un excuse-moi, petit peu. Oui. je te coupe parce qu'il y a une question dans le chat, en fait, Laure qui demande que veux-tu dire par les sportifs? Oui, ben, en fait, c'est les pratiquants d'activités de pleine nature. C'est vrai que j'utilise ce raccourci pour aller plus vite, mais c'est les pratiquants d'escalade, randonnée, ski, qu'est-ce qu'on a, vol libre, etc. Voilà, on a essayé de cibler un maximum d'activités de pleine nature. Il faut savoir qu'au tout début, donc je n'étais pas encore là, mais quand le département a voulu lancer le projet, il voulait se cibler uniquement sur la randonnée. Mais il y avait une première concertation avec les gestionnaires, à laquelle tu étais, Rémi, et lors de laquelle les gestionnaires avaient dit non, essayez de cibler un maximum d'activités, parce que c'est pas que la randonnée, et puis souvent, c'est pas forcément la randonnée qui a l'impact le plus fort. Et, donc voilà, c'était important de cibler toutes les activités. Et il y a club ou libre aussi comme question, du coup, pour affiner. Comment, pardon, les sportifs en club ou les activités libres, en fait. Alors, en fait, les deux. il y a les sportifs en club, mais généralement, il y a déjà des contacts entre les gestionnaires et les clubs. Là, nous, ce qu'on voulait aussi cibler, c'était toutes les personnes qui passent à côté des clubs. C'est parce que les Pyrénées-Orientales, on a un département où la population estivale a tendance à doubler, voire plus. Et c'est le cas pour beaucoup de départements d'Occitanie. Donc, on s'est dit, c'est des personnes qui viennent d'ailleurs, qui n'ont pas forcément le réflexe d'aller voir un club avant de pratiquer. Il y a beaucoup de pratiques comme l'escalade, où c'est un peu... ils y vont, ils ont leur matériel, la randonnée, c'est pareil. Et ils se renseignent pas forcément, mais par contre, ils sont sur des applications. Ils vont aller sur Visorando, sur Camp2Camp, et ils vont aller voir les sentiers. Et donc, c'est pour ça que Biodisport, en fait, est une plateforme sur laquelle nous, on va venir intégrer des données. Mais c'est pas du tout une plateforme qu'il va falloir télécharger pour avoir accès à ces données. C'est juste une plateforme technicien. Et ensuite, par flux de données, elle diffuse vers les autres plateformes. Donc, Camp2Camp, Visorando, DroneSpot, Geotrek, etc. Il n'y a même pas besoin de faire de communication dessus parce qu'en fait, la personne, enfin, le pratiquant ou la pratiquante, n'a pas du tout à changer ses habitudes. Il se connecte juste sur son appli habituelle et peut avoir accès au chemin. Alors, pour autant, j'ai quand même vous montrer à quoi ça ressemble Biodisport. Ça, c'est un peu une vitrine pour nous, pour expliquer comment ça fonctionne, mais pour les pratiquants, ça ne se matérialise pas du tout comme ça. Voilà, ça a bien fonctionné. Donc là, c'est tous les zonages qui ont été intégrés en France. Je vais essayer de faire un peu vite parce que je vois que le temps tourne. Donc il y a deux types de zonages. Les zonages réglementaires dont je parlais tout à l'heure et les zonages espèces. Bon, je vais cibler sur les Pyrénées-Orientales. Il s'agissait de ça. Bon, nous, on a rencontré des bugs, donc il y a certains zonages réglementaires qui sont en fait des zonages espèces, mais bon, c'est pour des soucis techniques, mais c'est tout comme. Donc on va prendre un exemple, Rémi, on va prendre chez toi, parce que le boulot a bien été fait. Donc là, par exemple, c'est un zonage réglementaire. Donc quand on clique dessus, ça ouvre un encart sur lequel on a les activités ciblées, donc aériennes, manifestations sportives, terrestres et verticales. La période sensible, là, vu que c'est une réserve, c'est sensible toute l'année. Distance de survol, bon voilà, tout ça c'est réglementaire. Et du coup, là, les réserves avaient fait le choix de noter tout ce qui était interdit, parce que finalement, c'est ce qui intéresse aussi les pratiquants, il faut se mettre à leur place, il faut que ce soit simple, rapide à lire, et qu'ils aient l'essentiel. Il y a possibilité de cliquer sur plus d'infos, et on arrive sur le site de la réserve en question, possibilité de télécharger aussi les données, et c'est pareil finalement pour les zones espèces. Alors je vais en montrer une qui est là, qui apparaît en bleu comme zone réglementaire, mais qui en fait est une zone espèce. C'est qu'on a la difficulté que c'est du JPEG barbu et que pour le moment, l'application, quand on cible une espèce, il y a déjà une période affiliée, qui nous correspondait pas du tout à la période de terrain, parce que vu que c'est un outil qui a été développé dans les Alpes, c'était un peu différent chez nous. Donc pour le moment, on l'a mis en zonage réglementaire, parce que là, on a la latitude sur la période, mais à l'avenir, ça repassera en zonage espèce. Donc voilà, là on a essayé de cibler sur cette année, qu'est-ce qui se passe, si le petit naît, etc., avec les différences, les numéros de téléphone et tout à la fin si besoin. Pour les espèces, la différence c'est que si on clique sur plus d'infos, on a une fiche espèce, avec plus de détails si les gens veulent savoir. Et du coup, je vois rien avec la barre là en haut, je sais pas si je peux la déplacer. Ouais, je vous avais mis un exemple de ce que ça matérialise en fait pour là, admettons un randonneur qui veut faire une rando dans les Pyrénées-Orientales. J'ai pris le tour du Canigou. Donc quand on arrive du coup sur notre site Rando 66, mais qui est en fait notre Geotrek, donc là on veut faire le tour du Canigou, on arrive sur ce rando, on a l'itinéraire qui est là. Alors soit on descend, on a toutes les infos, soit directement en haut, on a un petit onglet zone sensible, on y clique dessus, et là, tac, elles apparaissent toutes. Et donc n'apparaissent uniquement les zones qui sont touchées par le sentier.
Les autres, non. Donc, par exemple, la réserve de Pi n'est pas vraiment touchée, donc elle apparaît pas, même si elle pourrait, étant donné que normalement ça touche. Et donc là, on les a toutes, réserve de chasse faune sauvage avec les consignes, pareil, réserve de Pi, réserve de Phrasmoyo, etc., etc., et le fameux JPET. Donc là, la personne qui veut y aller sait exactement à quel moment elle va toucher, etc. Mais les zonages sont choisis par la concertation. C'est-à-dire que s'il y avait une ZSM sur le terrain, on n'est pas obligé de reprendre telle quelle la ZSM. C'est un outil qui a but d'informer, et c'est pas du tout un aspect réglementaire. C'est vraiment que de l'information, donc on est libre de mettre le zonage qu'on veut pour masquer le nid, mais il ne faut pas oublier qu'il faut que ça reste cohérent pour le pratiquant, de ne pas avoir une zone qui fait tout le département, parce que sinon on perd complètement l'objectif de l'outil. Tac, je vais revenir à la présentation. Alors, je ne vais pas présenter les autres applis, on pourra y revenir si vous avez des questions à la fin, parce que sinon je vais y passer trop de temps. Là, c'était juste pour revenir sur quelque chose, pour vous montrer qu'il y a des développements, parce que c'est une appli qui est, certes, ça a 7 ans d'ancienneté, mais ça a été développé dans les Alpes. Eux, ils ont fait tout leur petit développement, mais ce n'était pas forcément en adéquation avec ce qu'on rencontre nous dans les Pyrénées et en Occitanie. Du coup, on a demandé un développement, nous, plusieurs fois sur... en fait, quand on a une falaise où il y a plusieurs oiseaux, par exemple, qu'est-ce qu'on met? Est-ce qu'on en met un qui englobe une période plus large? Mais dans ce cas-là, on perd aussi le discours. Est-ce qu'on met juste zone sensible et pareil, la personne ne saura pas à quoi elle doit faire attention? Et du coup, on a travaillé avec d'autres structures. Donc, il y avait le PNR du Verdon, des Alpes et différentes antennes LPO, parce qu'ils avaient aussi rencontré ces problématiques-là sur un zonage oiseaux rupestres. Alors, pourquoi j'ai mis la frontière entre l'Aude et les PO? C'est qu'on a justement travaillé là-dessus avec le PNR Corbière-Fenouillède pour la zone des gorges de Galamus. Alors, ça s'est pas acté, parce qu'encore une fois, mon contrat c'est fini, et puis la démarche peut-être continuera, mais du coup, probablement sans moi. Mais sur cette zone-là, il y avait beaucoup d'espèces sur une petite zone, beaucoup d'activités concentrées aussi, et donc là, il y avait un enjeu oiseau rupestre qu'il fallait faire ressortir, donc c'est pour ça que nous, on avait fait cette demande-là. Donc il y a des développements qui sont possibles, il y a une communauté un peu timide, mais c'est en train de se développer, et voilà, plein de choses qui se mettent en place. Donc pour finir, les limites et les difficultés, il y en a eu beaucoup, alors c'était difficile à lister, mais c'était vraiment pas évident. La temporalité plus réelle entre les structures, c'est que faut pas oublier que le Biodisport, c'est pas la priorité de toutes les structures. On a beaucoup travaillé avec des structures publiques qui manquent de monde, etc., pour venir en réunion. Donc pour arriver à trouver des dates où tout le monde était dispo pour organiser des concertations, c'était pas facile. Surtout que, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc j'ai été là sur 10 mois, divisé en 3 contrats. Donc à la fin de chaque contrat, on savait pas si ça allait continuer ou pas. Donc, on était un peu obligé de prévenir les partenaires et de leur dire peut-être que ça va s'arrêter, etc. Donc, bon, autant dire que c'est vraiment pas l'idéal pour organiser ce genre de projet. Convergence et divergence des objectifs. Ça, c'est ce qu'on a commencé à pressentir du point de vue des acteurs de l'environnement. Mais quand je me suis attaqué aussi au monde des sportifs, je me suis rendu compte que tout le monde ne discutait pas forcément ensemble. Il y avait beaucoup de tensions et ça allait être compliqué. Donc, ça demande beaucoup de temps. Alors, ça dépend forcément des territoires, mais en tout cas, nous, ça demandait beaucoup de temps. De patience, des fois ça marche pas du premier coup, il faut l'accepter, il faut se mettre dans le rythme de tous. Une animation de l'outil, c'est vraiment nécessaire, et c'est ce que m'ont dit toutes les structures qui l'ont mis en place. Ça demande aussi des mises à jour, etc. Et ça, je pense que ça n'avait pas été bien assimilé par tout le monde au département des Pyrénées-Orientales, ou en tout cas pas dès le début. Et du coup, ça fait que là, mon poste se termine, on n'a pas fini la démarche, il reste encore plein de choses à faire. Et il n'y aura plus d'animation de l'outil, donc quid de tout ce qu'on a fait. Si demain, par exemple, le JPA-Eton décède, etc., qu'est-ce qui se passe? Qui met à jour la donnée? Tout ça, c'est des questions qui restent un peu en suspens. Et donc voilà, il faut le penser en plusieurs temps. Il n'y a pas que le lancement, il y a aussi la construction et puis la suite. Et voilà, c'est des choses qu'il faut avoir en tête quand on se lance dans ce genre de projet qui paraît super intéressant, mais il faut le voir sur le long terme. Voilà. Je vous ai mis à la fin, alors mon contact, bon, je suis partant pour répondre à quelques questions, mais bon, vu que je travaille plus au département, c'est peut-être mieux de les contacter eux, en sachant que bon, c'est pas leur mission, qu'en plus on a un départ à la mission rando, donc ils vont écoper des missions de cette personne-là aussi, donc ils n'ont pas beaucoup de temps, mais je pense qu'ils seront d'accord pour répondre à quelques questions si vous en avez. Voilà. Merci beaucoup, Pierre.
C'était super intéressant. Il y a déjà quelques questions dans le chat et ensuite, je vous invite à les poser à l'oral. Moi, ce que je retiens, c'est vrai que chose que je ne savais pas du tout, c'est que c'était un outil qui n'était pas, comme tu disais, à télécharger et qui, en fait, alimente d'autres outils déjà existants et déjà utilisés par les pratiquants. Et c'est vrai que peut-être que certains d'entre vous connaissaient ce système, mais moi, je ne le connaissais pas. Je trouve ça super intéressant parce qu'il y a souvent des nouvelles et de nouvelles choses qui arrivent, mais bon, les pratiquants n'ont pas forcément l'info où il faut diffuser effectivement pour faire de la promo de ces outils-là. Et là, le fait que ça alimente, comme tu dis, Visorando, Geotrek et des choses déjà très utilisées, je trouve ça super. C'est ça. Et puis, c'est en développement aussi, donc si jamais il y a des outils qui sont utilisés sur vos territoires et qui ne sont pas partenaires, on peut le faire remonter. Ça peut être mis... OK. Alors du coup, il y avait Geoffroy qui demandait si vous associez les offices de tourisme pour expliquer les applications justement et pour expliquer comment ça fonctionnait. Alors ça, je pense que ça aurait fait partie d'un second temps. En fait, là, concrètement, la démarche n'est pas vraiment finie parce que du coup, on s'est arrêté à l'étape où les sportifs sont au courant de la démarche, en tout cas à l'échelle des comités départementaux. Mais il manque tout le volet communication, même si, comme je disais, on est partagé là-dessus parce qu'on sait que si on communique sur l'outil, les naturalistes qu'on a réussi à convaincre pour qu'ils soient d'accord de nous fournir les données, de jouer le jeu, etc., si on communique massivement sur l'outil, je pense pas qu'ils vont être trop d'accord que ça soit fait. En fait, vu que c'est déjà présent sur les applications, il n'y a pas forcément besoin de communiquer. Les personnes le verront en utilisant leur appli. Après, certes, sur certaines applis, je ne sais plus lesquelles, mais je crois que Decathlon Outdoor et Wimper, par exemple, faut quand même chercher avant de trouver l'info. Donc oui, ça mériterait, je pense, dans des offices de tourisme. Mais en tout cas, oui, on y avait pensé. C'est effectivement une des questions là. Antoine a demandé si c'était un projet, enfin s'il y avait un projet de faire un lien avec des très grosses applis comme Strava, Garmin ou d'autres types d'applications. Alors Strava, ça va être compliqué parce qu'ils font payer à peu près tout. C'était un projet, je sais que la LPO arrête pas de les relancer, etc. Mais non, c'est compliqué. Là, on arrive à faire ça avec, par exemple, Utagawa VTT, qui est une asso. Decathlon Outdoor, c'est tout récent, mais ça fait partie des gros trucs. Euh, c'est difficile, ouais, avec des applis comme Strava. Je sais que la LPO a eu beaucoup de mal parce que du coup, c'est pas nous qui contractualisons. Nous, en fait, on est co-animateur local, mais c'est la LPO nationale qui s'occupe du projet. Donc, on est en lien en permanence avec eux, on leur fait remonter, mais c'est eux qui négocient. Donc, on ne sait pas trop après comment c'est fait, etc. D'accord. Est-ce que Pierre, je peux te demander peut-être de départager ton écran juste pour qu'on se voit un peu plus C'est vrai, tous pour la partie question. Et Nadine demandait, donc du CBN, demandait s'il y avait des enjeux flore justement dans les zonages espèces, si Alors, c'était pris pour en le moment, compte. non, mais je sais que c'est en discussion dans les Alpes et ils y travaillent pour voir l'impact que ça peut avoir, etc. Mais en tout cas, dans les Pyrénées-Orientales, c'est pas du tout. Enfin, c'était pas du tout à l'objet. Vraiment pas. Je pense que ça aurait encore plus rajouté de contraintes, etc. Peut-être à l'avenir, mais. Merci Pierre. Ouais, je vous invite à allumer votre caméra si vous le souhaitez pour poser des questions. On a encore quelques minutes pour échanger sur cette appli ou cet outil plutôt. Moi, je me demandais, pardon, hop, je mets la caméra. Vous m'entendez? Oui. Oui. Je me demandais du coup pourquoi cette crainte-là de mettre à disposition les données dans les Pyrénées alors que dans les Alpes, ça se fait a priori plus facilement. Alors, bon, il y a plein d'explications, mais il y en a beaucoup qui m'ont dit que peut-être c'était parce que eux, ils avaient par exemple perdu le JPET, qu'ils ont dû faire une réintroduction et donc repartir complètement à zéro. Et à ce moment-là, ils ont été obligés de se poser les questions de ce qui avait fonctionné et pas fonctionné. Nous, même s'il y a eu une chute des populations, on l'a pas perdu, donc peut-être que c'est différent. Après, c'est ciblé que sur une espèce, je sais pas. C'est vrai qu'eux, ils ont beaucoup plus l'habitude de partager. Ils vont même jusqu'à partager les zonages ZSM, alors que légalement, c'est pas possible normalement. Donc les zones de sensibilité majeure, nous, dans les Pyrénées, c'était niette de ce côté-là. Alors on en a partagé une pour un JPET autour de R puis Schmal, mais en fait, c'est une fusion de deux ZSM. On a pris une zone encore un tout petit peu plus large pour essayer de masquer, et c'est ce qui convenait à tout le monde. Mais, euh, mais voilà, oui, je saurais pas dire. Je saurais pas dire.
je ne veux pas m'avancer, mais je pense qu'effectivement, c'est des questions de mentalité aussi, Oui. ou Moi, j'ai travaillé en parc, hein, et en parc naturel à une époque, et c'est vrai que c'est ce qu'on entendait beaucoup de la part des naturalistes. Moi, il y avait du Bonelli dans le parc, et c'était toujours la question de donner les zonages pour faire justement prendre conscience, et que les personnes, enfin, les activités fassent attention, ou cacher le point justement pour pas que les personnes y aillent, pour pas qu'elles aillent le détruire volontairement. Même des fois, c'est même pas de question de photo ou autre, hein, parce qu'on a eu des soucis Oui, oui, oui. de tir de Bonelli à l'époque, et donc il y a vraiment effectivement Mais comme tu dis, je pense que ça concerne quand même qu'une infime partie. Ça va être quelques cas isolés, et au final, la majorité des personnes qui sont informées ont plutôt tendance à être bienveillants et à faire attention. Donc, je pense qu'on aurait plutôt intérêt à faire confiance et à donner de l'info, et faire prendre conscience effectivement pour sensibiliser, et puis pour responsabiliser un peu. Mais alors, Rémi? Oui, merci de me donner la parole. C'était juste pour compléter un petit peu la présentation qui a été faite par Pierre, et pour vous faire un petit retour d'expérience de la façon dont on a utilisé l'outil, nous, au niveau de la Fédération des réserves naturelles catalanes. En fait, bon, je pense que comme la plupart des gestionnaires, voilà, on se retrouve avec une forte fréquentation. Alors autant avec les associations, les clubs, les fédérations sportives, on a des interlocuteurs avec lesquels on peut interagir, et puis trouver des terrains d'entente, ou du moins mener des actions de conciliation. Autant avec voilà, des pratiques, enfin, des pratiquants qui pratiquent de façon de plus en plus libre, ben, notamment via des communautés, avec les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus complexe. Donc du coup, on a élaboré en tout cas un schéma fédéral sur 5 ans, pour déterminer des objectifs à atteindre. Et dans ces objectifs à atteindre, justement, on s'est penché sur la mise en place d'outils numériques pour essayer de sensibiliser les acteurs du monde sportif à nos problématiques de conservation de la biodiversité. Parce que le souci, alors, ce qu'on peut reprocher peut-être aux pratiquants sportifs, c'est de porter en tout cas atteinte à nos enjeux. Mais d'un autre côté, si on n'est pas en capacité à un moment donné de leur amener aussi de l'information, on ne peut pas se plaindre, si vous voulez, quelque part de subir. En tout cas, c'est dommage. Donc, on s'est attaché donc à travailler sur l'outil Biodisport. Alors, enfin, tout à l'heure, je me suis peut-être un peu mal exprimé. J'ai dit qu'on faisait remonter nos données naturalistes. C'est pas forcément le cas. Nous, en fait, via cet outil-là, on a la possibilité de faire remonter soit des zonages espèces, soit des zonages réglementaires. En fait, on a fait le choix au niveau des réserves de faire plutôt remonter le zonage réglementaire, parce qu'en soi, rien que par notre statut de protection fort, c'était suffisant pour couvrir nos enjeux par rapport au milieu, ou aux espèces qui représentent une sensibilité. Mais par contre, dès lors qu'il y a des enjeux espèces, en fait, enfin, lorsqu'on fait remonter la donnée, bien sûr, on ne fait pas remonter la donnée brute. On fait en sorte de faire un zonage qui ne va pas cibler l'espèce en tant que telle. Enfin, ça va être beaucoup plus large, pour justement éviter de mettre l'accent, ou du moins oui, de mettre vraiment enfin, toute la vision sur un point déterminé, quoi. Donc voilà un petit peu comment nous on a travaillé sur cet outil-là. Et à côté de ça, là juste, je reviens là sur une question qui a été posée sur un petit peu la sensibilisation des offices du tourisme. En fait, le département, dans le cadre de la mise en place de la commission départementale des espaces cités itinéraires, la SDSI, regroupe à la fois les acteurs du tourisme, les acteurs du sport et les acteurs de l'environnement. Et en fait, dans le cadre de ces réunions de concertation, groupe de travail, justement, l'outil Biodisport qui est porté par le département est présenté aux partenaires. Et donc, du moins sur les têtes de réseau, il y a une sensibilisation qui est faite. Après, voilà, il y a, comme le disait Pierre, il y a sûrement encore une marge de progression pour aller
pour que, en tout cas, que l'information elle soit redistillée de manière locale auprès des offices tourisme. Voilà. Bon, je ne vais pas plus monopoliser la parole, mais quoi qu'il en soit, je vais vous mettre dans le chat de la réunion. Mais il me semble que au niveau de l'ARB, vous avez fait aussi remonter ces sources bibliographiques. Mais en tout cas, on a fait un livret qui fait part de ce retour d'expérience. Et donc, du coup, je vais vous partager le lien sur le chat. Et voilà, je vous invite aussi à aller sur la plateforme de l'ARB. Il me semble que vous aviez mis des liens justement par rapport à ces problématiques de gestion liées aux activités de sport de nature. Voilà, je vous remercie et désolé d'avoir monopolisé la parole. Non, non, merci Rémi pour le complément, c'est toujours intéressant du coup aussi. Pour les liens et la biblio, il faudra que je vérifie. Là, comme ça me dit rien. Effectivement, on a mis en ligne sur la plateforme Osmose comment dire, des documents en lien avec cette thématique-là. Est-ce que vraiment on a mis ceux en lien avec vos réserves et les Pyrénées-Orientales? Je me tourne vers Sophie, je ne sais pas si, Sophie, toi tu as mis quelque chose et ça te parle, mais bon, on le vérifiera en tout cas. Et On a n'hésite mis pas à des le choses, remettre. oui. On a mis des choses, mais est-ce que c'est ça exactement? Oui? Oui, il me semble. Oui, ok. Je vais Eh ben, vérifier, super. mais- J'avoue que je ne me souvenais plus. Du coup, merci Rémi pour le lien. Eh ben, on a un timing parfait. Donc, du coup, je me tourne vers Mélina et Émilien, peut-être pour partager votre présentation et passer donc cascade parapluie. Bonjour à tous. Du coup, Mélina Choupin, je suis animatrice Natura 2000 dans l'Hérault, précisément sur les gorges de l'Hérault depuis 10 ans. Donc, on va faire une présentation à 2 voix. Émilien, je te laisse te présenter maintenant. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, Émilien Pegatoquet, je travaille au Conservatoire d'espaces naturels Occitanie, principalement sur le nord de l'Hérault. Et j'ai en charge donc, la gestion des sites du SEN et l'application des plans de gestion, donc la mise en œuvre de mesures adaptées pour la conservation des enjeux identifiés. Et puis, je fais aussi un petit peu d'expertise flore, notamment là, sur la cascade du parapluie. Et du coup, je disais une présentation à 2 voix, mais on pourrait presque dire 2 voix et demie, puisque Geoffroy est aussi dans l'assistance et donc il est chargé de mission APM dans la même structure que moi. Donc, ça pourrait être intéressant aussi d'avoir son regard sur le sujet. Alors, par contre, Mélina, on a un son qui n'est pas très bon. Je ne sais pas si c'est par rapport du coup à ta connexion. Est-ce qu'on tente qu'Émilien partage le diaporama pour que tu coupes peut-être la caméra? Je ne sais pas, parce qu'effectivement, ça assure un petit peu, alors qu'Émilien, on l'entend très bien. Après, je peux peut-être couper ma caméra. Hein. Ben déjà, là, on t'entend mieux, tu vois. Je sais Eh pas ben, si j'ai arrêté le partage. Oui. Émilien, peut-être essayer de partager? Ouais, allez. Je vais prendre ça. Désolée, hein, mais je pense qu'effectivement, le son est meilleur comme ça. Est-ce que c'est bon? Oui, sauf que ce n'est pas en plein écran. Si tu peux peut-être le mettre en mode diapo. Mince, comment on fait sur les PDF? Tout en bas, à droite. Au-dessus de la loupe et du plus, là. Alors attends, parce que là, j'ai Tout en bas. C'est celui-là? Oui. J'ai une page dans la fenêtre. Le truc, c'est que j'ai le volet zoom qui me bloque le. Ah, voilà, mode plein écran. En bas. J'essaye de vous enlever, en fait. Je ne sais pas si vous voyez sur mon partage, mais j'arrive pas à enlever. Voilà. Je crois que c'est bon. Hop, mode plein écran. On va y arriver, c'est bon. Super. Voilà. Tu remontes? Parfait. Merci. Bon, du coup, tu peux aller direct à celle d'après, s'il te plaît. Donc, juste une petite diapo pour localiser le site Natura 2000. Donc, on est dans le département de l'Hérault, au nord-ouest de Montpellier, donc aux portes de cette grande amélioration qui draine du coup pas mal d'habitants et pas mal de gens en quête de nature, donc qui sont assez enclins à venir sur ce secteur-là du département pour pratiquer des diverses activités de pleine nature. Donc, il s'agit en l'occurrence d'un site désigné au titre de la directive Habitat. Il faut savoir qu'il y a un site
oiseaux qui se superposent également dessus, mais géré par une autre collectivité. C'est un grand site Natura 2000 avec 22 000 hectares, 26 communes, 4 intercos. Donc, de sacrés défis, ne serait-ce que sur le plan administratif. Je te laisse avancer, Émilien, s'il te plaît. Donc, très brièvement, le site, vous voyez sur la carte un peu artistique, là, que finalement, c'est le fleuve Hérault hein, qui fait vraiment la colonne vertébrale de ce site Natura 2000. Il englobe aussi quelques affluents de l'Hérault qui sont remarquables par leur patrimoine. Le site intègre également le village de Saint-Guillaume-le-Désert, donc vous avez une petite image, donc avec une très forte fréquentation touristique, notamment l'été, même s'il y a de gros efforts qui sont faits pour essayer d'étaler un petit peu la fréquentation, voilà, pour diminuer le pic estival et faire que les touristes viennent plutôt découvrir sur les ailes de saison. En termes d'enjeux écologiques, bon, bah, bien sûr, tous les espèces et habitats liés au fleuve Hérault sont hyper importants. Et on a des libellules, on a de la loutre, on a des poissons. On a une petite photo du chabot de l'Hérault, qui est notre petite fierté locale, voilà, qui est présent que dans 3 rivières en France. Donc, on a une attention particulière pour lui. Le site Natura 2000 englobe aussi la forêt de Pin de Salzmann, dont on a à peu près la moitié des effectifs français dans la forêt, voilà, qui est au-dessus de Saint-Guillaume-le-Désert, le secteur des Lavagnes, etc. Donc, une forte responsabilité pour le site, pour la préservation de cette forêt de Pin de Salzmann. Des enjeux évidemment liés aux habitats rocheux avec voilà, des espèces de rapaces. Et puis, c'est un site Natura 2000 karstique, c'est un gruyère, il y a des cavités de partout et il y a plusieurs colonies de chauves-souris d'intérêt régional, national et on a même un site d'intérêt international, mais plutôt un site dans un bâtiment. Voilà, et puis comme je le disais, 80% de ce site est aussi couvert par une zone pour les oiseaux. Donc on fait un petit focus maintenant sur un site vraiment très, très, très localisé. On est parti du département 66 avant. Voilà, on zoome sur un site Natura 2000 et puis là, sur quelques centaines de mètres carrés ou un peu plus. Mais enfin, on fait un gros focus sur une source pétrifiante, donc qui est un habitat reconnu par la directive européenne comme étant prioritaire, donc la source pétrifiante avec formation de travertin. C'est un site qui est remarquable parce que c'est la plus grande source pétrifiante de l'ancienne région Languedoc-Roussillon. Donc, dès 2016, on s'inquiétait déjà de l'état un peu de conservation de ce site-là. Et donc, par le biais de Natura 2000, une étude a été confiée au CEN pour décrire un peu le site, évaluer son état de conservation. Et donc, cette première étude a en effet conclu que le site était fortement dégradé et il a pointé comme raison de cette dégradation le piétinement. Donc, c'est en effet un site qui est magnifique. Donc, vous avez sur la gauche une photo qu'on peut trouver sur les réseaux, photos idylliques, c'est magnifique, c'est désert, etc. Sauf que la réalité, elle est un peu tout autre. Quand on vient sur le site en plein été, c'est un site super fréquenté. C'est un spot de baignade qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, mais aussi sur la presse. Bien qu'on va en reparler après, on a essayé un peu de limiter ça. Et c'est un site aussi qui est utilisé pour la slackline, enfin pour la waterline précisément. Et c'est un tronçon de l'Hérault sur lequel on a une activité canyoning qui s'est beaucoup développée ces derniers temps. Moi, quand je suis arrivée il y a 10 ans, l'activité était quasiment inexistante. Et on est désormais à une trentaine de guides, si je ne dis pas de bêtises, qui peuvent venir utiliser ce tronçon pendant la période estivale.
Il faut savoir que c'est aussi un site qui est classé, donc au titre du paysage, on est dans un grand site de France et la casquette est en forêt domaniale. Voilà pour le contexte un petit peu de ce site. Donc l'année 2020, c'est l'année du Covid. Je dirais que c'est un peu une année tournant où les guides de canyon sollicitent la communauté de communes, hein, Vallée de l'Hérault, parce que ils sont particulièrement nombreux. Il y a une très forte fréquentation cet été-là, voilà, un retour à la nature ou en tout cas une forte envie d'aller découvrir les milieux naturels. Donc ce qui n'est pas sans poser de soucis logistiques en fait aux guides de canyon parce que ben, voilà, ça leur demande de s'organiser pour limiter l'embouteillage sur la rivière et aussi ça leur demande de s'organiser en termes de stationnement parce qu'on est dans les gorges, donc avec des possibilités très, 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 très restreintes. Donc la communauté de communes à ce moment-là se mobilise à travers ces différentes politiques qu'elle porte par le Grand Site de France, par l'entrée aussi activité de pleine nature et puis par Natura 2000. Et donc la Comcom se mobilise pour aider, animer des discussions, des échanges entre les guides de canyon pour trouver des solutions logistiques hein, notamment. Et c'est vrai que cette mobilisation de la communauté de communes, elle se fait aussi avec la condition que, OK, on aide les pratiquants à s'organiser. Par contre, les guides de canyon s'engagent à ne plus monter sur la source. Parce que c'est vrai qu'il y a encore quelques années, les guides de canyon, quand ils pratiquaient ce secteur-là, en fait, montaient sur la source pétrifiante et puis descendaient en rappel sous la source. Donc c'était magnifique, mais n'empêche que ça contribuait à la dégradation de la source. Donc la condition de l'accompagnement, c'était un peu d'arrêter cette pratique-là. Et on a aussi essayé de les convaincre de ne plus montrer la source dans les documents de communication, même si on comprend que c'est quand même un petit peu la pépite du parcours. C'est un site sur lequel il y a beaucoup de personnes aussi qui vont de manière individuelle parce qu'ils en ont entendu parler par les réseaux sociaux notamment. Donc voilà, on a fait un travail que Émilien va vous présenter un peu plus en détail. En fait, du coup, cette année-là, 2020, ça a été aussi du coup le moment où le SEN s'est saisi aussi du sujet et a déposé un vrai projet dans le cadre des financements de plan de relance. Et ce projet a été validé en 2021. Et donc, c'est tout un programme d'action qu'on a déroulé ensemble avec le SEN en 2022-2023. Je te laisse la parole, Émilien, pour la suite. Merci pour cette introduction. Donc ça ne veut plus tourner là. Donc le plan de relance, il se divise en 5 grands axes, dont 2 sont particulièrement centrés sur la fréquentation du site. Donc la fréquentation, elle concerne aussi bien les groupes encadrés par des moniteurs professionnels que par la baignade sauvage. Et l'impact, il est évidemment partagé entre ces 2 types de pratiques. Donc évidemment, le plan de relance, il comprenait d'autres mesures à plus large échelle, notamment de communication. On y reviendra tout à l'heure. Et puis aussi un volet sur une initiation de création d'un dispositif de protection réglementaire, en l'occurrence un APB ou APHN, arrêté de protection d'habitat naturel. Et puis sur l'équipement du site de panneaux d'information. Donc je pense que Mélina l'a déjà fait, mais je le redis, hein, le plan de relance a été à la base pensé pour préserver le site du parapluie, puisque c'est un habitat d'intérêt communautaire avec des enjeux très particuliers, où se concentrent de fortes pressions, mais le travail qu'on entreprend avec la CCVH, il se répercute à une plus large échelle, puisque l'impact est aussi sur le reste du site. Et donc voilà, on avait déjà entamé un travail avec les guides entre 2018 et 2019 qui avait bien fonctionné puisque les guides ont accepté de ne plus du tout monter sur le parapluie. À la place, donc ils sont passés à côté du site, ils ont adapté leur parcours et donc ça s'est fait de manière totalement concertée et avec la bonne volonté des guides. Aujourd'hui, on continue ce travail de concertation à double voix entre SEN et CCVH.
notamment par l'organisation d'une journée sur le terrain. Alors, on a décidé de faire ça tous les ans, mais il se trouve que voilà, au début, ça a très bien marché. La majorité des guides ont accepté de venir, sont venus, parce qu'ils étaient très intéressés par la problématique. Et puis, dernièrement, les dernières qu'on a proposées ont été un petit peu moins ont moins rassemblées, on va dire, puisque voilà, la plupart y ont déjà participé. Donc, je pense que c'est à nous de réfléchir à peut-être un autre moyen de communiquer sur le site et de faire valoir la biodiversité. Donc, pour commencer, une partie importante du travail là, dans le cadre du plan de relance, ça a été d'améliorer la connaissance qu'on avait sur la fréquentation et notamment sur les baigneurs, on appelle ça baigneurs sauvages, mais c'est peut-être pas un terme très adapté, mais en tout cas les groupes non encadrés, groupes ou solitaires, hein, qui viennent pour le loisir et pour le saut. Donc pour ça, on a mis en place des maraudes sur le site pendant l'été 2022 qui ont permis de récolter les informations nécessaires, notamment sur le biais par lequel le public a connu l'existence du site, comment il se déplaçait pour s'y rendre, et puis qu'est-ce qu'il pratiquait sur le site. Est-ce qu'il venait pour le saut, est-ce qu'il venait pour le cadre, est-ce qu'il venait simplement pour se baigner. Donc ça nous a donné des résultats intéressants, un public plutôt jeune, donc moins de 30 ans, 20% sont des mineurs, 50% sont originaires de Montpellier, et donc ils viennent pour la plupart, en tout cas pour les jeunes, viennent en car ou en bus, mais sinon l'accès se fait principalement en voiture. Donc il y a un stationnement qui est fait dans les gorges. Comme toute gorge, il y a assez peu de place le long de la route, donc ça crée aussi des problèmes de sécurité vis-à-vis de la route. Et puis le bouche à oreille, c'est le principal biais de connaissance du site sur les personnes interrogées, puisque 8 sur 10 ont eu connaissance du site par le bouche à oreille. Donc, quand on a ces informations-là, finalement, on s'est rendu compte que ce qu'on avait proposé dans le plan de relance, à savoir de communiquer sur la fragilité du site, etc., allait devoir se faire par des moyens, peut-être par la presse locale ou par les réseaux sociaux. Mais finalement, on avait prévu de faire un démarketing sur les réseaux sociaux, justement, sur Internet. Et quand on sait que les gens ont connaissance du site par le bouche-oreille, eh bien, ça nous a reposé la question de savoir si c'était vraiment pertinent. Donc, je parlais tout à l'heure de la baignade sauvage. Hein, on voit qu'une grande partie du public se rend sur le site en voiture. Donc, un premier levier identifié pour canaliser la fréquentation, ça a été d'aménager les abords des routes pour limiter le stationnement. Donc, la petite carte en bas à gauche, je ne sais pas si on la voit très bien, montre un petit peu les possibilités de stationnement sur les gorges de l'Hérault. Et en bleu, c'est là où on a déposé donc, ce que vous voyez sur la photo de droite, à savoir des merlons en pierre hein, le long des abords, qui ont rendu tout simplement le stationnement impossible. Alors, bien entendu, comme on est dans un grand site de France et un site classé, on a dû faire appel au service de l'Adréal pour vis-à-vis de la conformité paysagère. On ne pouvait pas faire n'importe quel type d'aménagement. Il fallait quand même que ça s'intègre dans le paysage. Et puis, nous, au CEN, on n'a pas forcément les compétences de réaliser ce type d'ouvrage, donc on a fait appel à un maître d'œuvre, un bureau d'études paysagistes. Donc, une grosse partie du travail concernait aussi l'initiation d'une dynamique d'arrêté de protection d'habitat naturel. Donc ça a été, c'est assez long à mettre en place, hein, ce genre de dispositif. On a des objectifs qui sont fixés à l'échelle nationale avec la stratégie nationale pour les aires protégées, la SNAP. Donc ça a été déjà un premier argument pour faire valoir cette interdiction d'accéder au site et de faire passer cet arrêté. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'avec les communes, on a décidé d'engager un arrêté municipal, donc c'est la commune de Puy-et-Chabon, qui a fait passer un arrêté municipal le temps que la PHN voit le jour et se mette en place. Là, aujourd'hui, il est encore en étude, il me semble, la PHN, il va bientôt passer, normalement, si tout se passe bien. Et donc, on a mis en relief deux principaux... Ah, on a perdu Emilien. Mélina. Oui, je prends la relève, mais alors par contre, il va falloir que je partage.
Ah oui, parce que du coup, c'est tout bloqué. Et oui, c'est Emilien qui partageait. Je ne sais pas si on peut lui... Le départager. Alors attends. Hop. Ouais. Hop. Vas-y pour voir. Normalement, c'est bon. Bon. Je crois qu'Emilien Émilie, s'est déconnecté pour se ouais. reconnecter. Hein. Bon, alors je vais reprendre la suite. Émilien, si tu reviens parmi nous, tu te manifestes. J'en Euh, profite pour dire que sur le timing, on n'est pas trop mal, mais si on ouais, va avoir un peu de temps pour les questions, on va embrayer. Donc, sur le plan réglementaire, actuellement, comme le disait Émilien, il y a déjà un arrêté municipal et il y a un arrêté préfectoral qui est en cours de finalisation. Bon, alors c'est là où Émilien avait sa plus-value. C'est pour vous parler un peu des suivis aussi. Ce plan de relance, il a intégré tout un volet plutôt naturaliste avec la mise en place d'indicateurs. Donc, il y a eu pendant ces 2 ans un bilan sur les libellules qui a confirmé le niveau de patrimonialité important du site, avec plusieurs espèces protégées confirmées, donc l'agrillon de mercure, ça on avait déjà quelques indices dès l'étude de 2016, et la cordulée à corps fin, et puis une espèce rare, bien que non protégée, je crois, le Sympétrum du Piémont. Sur le plan de la flore, donc 2 espèces protégées nationalement présentes sur le site. Émilien se reconnecte, me dit-il. Spirante d'été et lambrusque. Et puis, 3 espèces aussi de mousses jugées comme patrimoniales et qui sont en tout cas déterminantes SNIEF, qui sont présentes vraiment sur la source. On en a touché 2 mots rapidement. L'idée aussi, c'était de décommuniquer. J'ai vu une question à ce sujet dans le chat. En effet, même nos propres communes, offices de tourisme, etc., communiquaient sur cette source. Donc, il y a vraiment eu un travail important à leur attention. On a notamment fait un courrier à tous les partenaires sociaux, professionnels, parce que même dans les hébergeurs, par exemple, certains utilisaient des photos du parapluie. Et donc, ce courrier, il était signé de la communauté de communes en tant que gestionnaire Natura 2000, mais il était aussi co-signé de l'Office de Bonjour. tourisme. Oui, tu es Pardon, à je nouveau suis parmi vraiment nous? désolé, j'ai eu un souci technique. oui, Ça on m'a s'en est déconnecté. Merci, Mélina, douté. Pas de d'avoir pris souci, le relais. Emilien. Du coup, tu veux reprendre là, sur le communiqué de presse? Ouais, qu'est-ce que tu as avancé du coup de ton côté sur. On était à Sur quel les diapo? bilans au donat et D'accord, sur flore. les suivis écologiques, ouais. Oui. Ok. Mélina, Bon, tu bah, peux du peut-être coup, laisser ton PowerPoint, effectivement, enfin ton partage Ouais. d'écran. Et par rapport au son, c'est vrai qu'on entend mieux Emilien. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi il y a un petit souci de. Vas-y, Emilien. ouais, je m'en occupe. Alors, Bon, Mais là, tu peux continuer, hein. Vas-y, Emilien. Moi, continue je vais faire peut-être avec passer la les... présentation de Mélina, juste. Ah, d'accord, je change pas de partage du coup? Non. Non, Ouais. d'accord. Vas-y. Donc oui, donc une grosse action concernait la décommunication. Donc comme je le disais tout à l'heure, quand on a fait l'étude de fréquentation, on s'est rendu compte d'un certain nombre de choses, notamment donc, que voilà, la majorité du public connaissait le site du bouche à oreille et que c'était principalement des jeunes, des jeunes qui fréquentaient le site. Donc voilà, on a dû réorienter un petit peu notre stratégie sur plutôt du déréférencement. Donc ça, c'est une petite partie du travail, le déréférencement. Ça vise notamment à faire une veille sur tout ce qui relève du site du parapluie sur les sites internet. Donc on s'est rendu compte que absolument tout type de comment dire, on avait en fait des mentions du site du parapluie sur un petit peu tous les sites. Ça pouvait être des sites de tourisme locaux, ça pouvait être des sites de sportifs, ça pouvait être des sites aussi de découverte du patrimoine naturel, géologique, etc. Donc, on a dû contacter les sites qui hébergeaient ces mentions-là. Et puis, une autre partie de ce travail concernait la, la- la- un communiqué de presse en fait pour que la presse locale, notamment montpelliéraine, puisque la plupart du public venait de Montpellier,
explique un petit peu l'interdiction, fasse connaître les raisons qui nous poussent à conserver le site, à le protéger. Et donc ça, voilà, ça a plutôt bien marché. On a eu plusieurs articles qui ont permis qui ont pu mentionner nos actions. Et voilà, donc ça a été une grosse partie du travail. Et puis le premier point, là, c'est un courrier à tous les partenaires. Donc ça, évidemment, c'est essentiel. Mais on l'a fait un petit peu aussi de manière constante tout au long du projet, notamment voilà, en réunion, pendant les copiles. Et on a inclus, nous, donc les collectivités, les professionnels et puis les offices de tourisme. Donc ça, c'est difficile à évaluer, hein, l'efficacité d'une telle mesure, puisqu'on n'a pas forcément toujours tout de suite les résultats. Le meilleur résultat, finalement, ce serait qu'on ait une diminution de la fréquentation du site. Et cet indicateur, on ne l'a pas tout le temps, puisque là, il faudrait mettre en place peut-être des éco-compteurs ou alors poursuivre les maraudes sur plusieurs étés pour voir si en effet il y a bien une diminution du nombre de personnes qui se rendent sur le site. Mais nous, on a choisi d'autres indicateurs, plutôt sur le fonctionnement écologique du site. Mélina les a présentés juste avant. Et donc, on aura une réponse peut-être dans 10 ans. C'est le souci avec l'écologie, c'est que c'est une science naturelle, longue. Il faut être patient. Et voilà, donc pour prouver que ces mesures ont été efficaces, pas seulement la communication, plutôt la décommunication, mais aussi toutes les autres mesures qui concernent la réduction des stationnements sauvages, le panneautage, la prise d'un arrêté municipal et d'un APHN. Voilà, tout ça, on pourra mesurer l'efficacité dans un certain nombre d'années. Voilà, je pense qu'on a... Eh ben, c'est super. Merci beaucoup pour cette présentation. Désolé, du coup, pour ce souci technique. Non, mais ça arrive, hein. C'est rare qu'on n'ait pas un petit souci au cours du café à un moment ou à un autre. Il y avait une question dans le chat, du coup, de François-Xavier, demandant si l'engagement là, de ne pas monter sur la source par rapport aux pratiquants, j'imagine, aux accompagnateurs, était formalisé sous forme de charte ou autre engagement signé. Non, je ne crois pas que ce soit écrit quelque part. Finalement, l'engagement, enfin l'engagement. Le fait de ne plus monter sur la source est devenu un peu plus ferme et affirmé à partir du moment où on a mis une interdiction réglementaire de le faire. Donc à partir de là, je ne sais pas si ça a trop d'intérêt de faire signer les pros sur leur engagement à respecter la réglementation. Je pense que ça coule de source. C'est plus un accord oral, en effet. Vous m'entendez? Oui. Oui, c'est Geoffroy. Non, par rapport aux professionnels, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que peu de guides canyon en fait, vont sur cet endroit-là. C'est-à-dire qu'on a fait une focalisation sur le site du parapluie, et en fait, les gorges de l'Hérault, elles sont divisées en deux. Il y a ce qu'on appelle la partie du haut, la partie du bas, et on va dire que 80% des guides de canyon vont sur la partie du bas. Et ceux qui vont sur la partie du haut, on a tellement insisté là-dessus que finalement, ils n'y vont plus. Voilà. Ils ont compris. Et puis eux aussi, là-dessus, ils sont assez sensibilisés et ils n'ont pas trop de soucis pour. Ils ont vite compris que ça ne servait à rien d'aller là-haut. En fait, en discutant avec eux, ils se sont aussi rendus compte que le fait de ne plus passer sur la casquette, ça enlevait pas forcément ça enlevait rien à ce qu'ils proposaient en fait. Il y en a certains qui nous ont même dit que passer à côté, donc sur les falaises qui sont en face du parapluie, ça permettait de justement glisser une petite phrase sur la sensibilité du site. C'était plutôt apprécié. Et puis, ça permettait d'avoir un visuel en fait sur le site depuis les abords et pas directement dessus. Donc, finalement, la qualité paysagère, elle est aussi appréciée par le fait de passer à côté, en fait, de voir le site de loin. Enfin, de loin. Non, de proche quand même, mais vous m'avez compris. Tenu le timing, mais justement, ça pourrait avoir le temps à quelques questions. Questions, précisions. N'hésitez pas, hein, par rapport à des exemples aussi, par rapport à chez vous, des problématiques que vous pouvez rencontrer. Oui. David, oui, tu as vu la question, Mélina, du coup. Oui, j'ai vu la question. La zone sensible est-elle délimitée physiquement sur le site?
elle est délimitée dans le sens où on a mis en place en fait un panneautage pour définir en fait la zone qui est interdite d'accès. Donc voilà, on a mis des panneaux aux endroits qui nous semblaient adéquats pour les endroits qui permettent d'accéder à la source. Voilà, pour informer que à partir de ce panneau, c'est interdit de franchir la zone et d'aller sur la casquette. En fait, d'un côté, donc en rive droite, il y a un panneau qui présente l'arrêté avec le zonage sur une carte. Et rive gauche, donc là où il y a le parapluie, il y a en effet ce que dit Mélina, ces petits panneaux qui matérialisent physiquement l'arrêté. Donc ces panneaux, ils sont principalement sur les zones d'accès. Ouais. Et ils sont petits puisqu'on a des normes paysagères à respecter. Il ne fallait pas sursaturer le site en panneaux. Donc c'est vraiment des petites bornes qui doivent faire 5 cm ou un peu, ouais, 5 à 10 cm, des petits carrés de 5 à 10 cm de côté. Merci. François-Xavier? Oui, une question qui rejoint un peu ma première. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez fait de la veille sur la façon dont cette exclusion territoriale a été perçue? Est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas, du clavardage, comme on dit, sur des réseaux sociaux ou des... J'imagine que les gens ne sont pas venus avec des panneaux pour gueuler contre l'interdiction, mais comment ça a été reçu? Est-ce que c'était voilà, quelque chose qui est assez facilement compris? Merci. Je ne sais pas, Alors, Mélina, si tu peux répondre là-dessus ou... Alors, je dirais que Geoffroy, quelque part, il a répondu un peu à la question par rapport aux guides de Canyon, hein, qui ont assez bien compris le sujet. Après, pour ce qui est des baigneurs individuels, etc., on n'a pas refait de terrain et de maraudage, hein, comme il y a pu y avoir l'année dernière. Hein. Tu me contrediras, Émilien, si c'est le cas, mais je crois pas qu'il y ait eu de maraudage cet été pour venir reprendre Alors, oui. un peu la température. Ouais, non, moi je suis passé. Alors après, comme dit Mélina, si vous voulez, c'est vrai que ça a été très vite accepté par les guides de canyon. Et puis aussi, je le répète, les guides de canyon fréquentent peu cet endroit-là. Ils vont plus sur le bas du parcours. Après, en ce qui concerne cette partie-là, oui, il y a des baigneurs qui viennent. Par contre, comme on est en train vraiment de faire un gros travail pour empêcher le stationnement, donc déjà on a commencé par mettre des pierres. Et moi je vois avec la mairie de Saint-Guilhem-le-Désert et la police municipale notamment qui passent régulièrement mettre des PV le long de la route. Du coup, les gens se gardent de moins en moins et du coup évitent d'aller là-bas. Donc moi, cet été, je suis beaucoup passé. Oui, il y a encore du monde, mais beaucoup moins que 2022 et 2021 surtout, quoi. C'est Donc, voilà. une impression partagée aussi, hein, pendant Ouais. les suivis, on a eu cette impression. Donc petit à petit, si vous voulez, c'est en train enfin grâce, j'allais dire, au travail de la police qui met des PV, mais de plus en plus, voilà, on essaye de faire en sorte qu'on ne puisse pas stationner, donc du coup les gens vont un peu plus loin et finalement plus loin c'est aussi bien et puis il y a des endroits pour sauter, quoi. Voilà. Du coup, par rapport effectivement à cette interdiction de stationnement sur le côté, ça a été bien suivi, j'allais dire. Vous avez été accompagné, c'est la police municipale qui passe du coup pour aligner un peu et Ouais. parce qu'il Ouais, ouais. pourrait ne pas s'être saisi de la chose et ne pas y passer plus que ça et que Alors, finalement ça n'est pas l'effet escompté. Alors en fait, si vous voulez, le problème c'est que la mauvaise réputation entre guillemets hein, du site des Gorges de l'Hérault, si vous voulez, elle est liée aux problématiques de stationnement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas que le parapluie, c'est en gros, si vous voulez, du Pont du Diable jusqu'à Saint-Guilhem-le-Désert, il y a quoi? Il y a 3-4 kilomètres. Et ça fait depuis X années qu'il y a des problématiques de stationnement qui ont été soulevées par les élus, etc. Donc, du coup, on a focalisé un peu sur le problématique du stationnement du parapluie, mais le problème, il est beaucoup plus global. Donc, dans le cadre du Grand Site de France, il y a des navettes qui sont organisées, etc. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de maîtriser le stationnement dans cette zone-là. Et donc, du coup, quelque part, à part le touriste qui arrive de Paris, mais les locaux sont au courant qu'il ne faut pas stationner, quoi. Donc, du coup, voilà, quand ils ont commencé à avoir des PV l'année dernière ou il y a 2 ans, ça a commencé à rouspéter, mais c'est dans la logique des choses, en fait. Voilà.
C'est vrai qu'on a vraiment eu le soutien de la commune de Saint-Guillaume-le-Désert, hein, parce que comme tu le disais, les policiers municipaux, ils passent pas, peut-être pas tous les jours, mais presque, ils ont mis 400 PV pendant l'été. Mais c'est aussi un travail d'équipe, parce que c'est bien beau de mettre un arrêté d'interdiction, voilà, de monter sur la casquette. Encore faut-il avoir les moyens de le faire respecter. Là, je crois que le bas blesse encore, hein, par contre, hein, parce qu'on a fait pardon, on a fait une seule opération de police pendant l'été, donc c'est bien léger pour Oui. faire appliquer l'arrêté. Donc je pense que c'est une bonne piste d'amélioration que d'essayer de motiver l'ONF, l'OFB, la gendarmerie, parce qu'en fait, il faut être nombreux, le site n'est pas très accessible, il faut être sur les deux rives, enfin bon, c'est un peu compliqué. Voilà, je pense qu'il y a une vraie optimisation à rechercher, notamment en termes de moyens de police, pour faire que cet arrêté, il n'existe pas juste sur le papier, mais aussi en vrai, qu'il soit connu et qu'on sache qu'il existe, quoi. Je pense que ce problème, il est rencontré sur beaucoup d'espaces naturels réglementés sur lesquels, effectivement, il y a de la réglementation, mais il y a un manque de moyens pour la faire appliquer derrière, effectivement. Laure? Oui, je me posais la question pour les deux présentations d'ailleurs. On voit que la concertation, elle a été extrêmement longue, bien faite, transversale, etc. Et au vu de ce que vous dites, notamment tous là sur le deuxième, sur la vallée de l'Hérault, je me demandais dans quelle mesure il faut passer du temps. C'est pas ce que vous avez souligné, c'est pour ça que ça me frappe quelque part. Est-ce qu'il faut passer du temps à rechercher des itinéraires ou activités alternatives, à quelque part se dire que, ou faire dire que même si ce site il est fermé, bah, de toute façon, on vous propose tel autre site, puisque vous avez quand même montré qu'ils se sont débrouillés tout seuls, quoi. Est-ce que cette notion de dire donnant-donnant, quelque part, ça vous paraît important d'y travailler? Parce que vous l'avez pas souligné, et nous, je pense qu'on passe du temps dans la concertation, avoir ce regard de dire, de se mettre un peu à la place en disant, ben, on leur enlève cette activité ou ce site magnifique. Peut-être on est mal à l'aise. Est-ce qu'il faut chercher autre chose ou y passer du temps, ou est-ce que de toute façon, ils trouveront bien tout seuls quelque chose d'intéressant? C'est un peu pareil pour Biodiv Sport, puisqu'on souligne des enjeux, donc une restriction quelque part, enfin, pour faire simple, hein. Est-ce que en contrepartie, il faut aller loin dans cette recherche de dire la nature, en gros, on vous enlève ça, vous n'êtes pas responsable, nous non plus, mais du coup, est-ce que c'est un manque à gagner pour vous ou pas? Là, le Vallée de l'Hérault, c'est assez clair et c'est intéressant d'avoir ce regard-là. Voilà, c'est une réflexion, hein, mais je ne sais pas si ça suscite des réactions ou pas. Juste sur la vallée de l'Hérault, je crois que la réponse, elle est assez simple. C'est que le site, il n'est pas interdit dans sa globalité. On peut venir légalement se baigner sous le parapluie. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de monter sur la source. Donc, il n'y a pas vraiment eu, pour nous, ce questionnement de on met sous cloche une zone, il faut trouver un report. Non, cette zone, elle est encore accessible, mais dans une certaine limite, quoi. Après, c'est peut-être que la question se pose pour la baignade sauvage de ne pas reporter finalement une interdiction enfin, de ne pas reporter la fréquentation d'un endroit à un autre. Là, en l'occurrence, c'est un peu pareil. La question ne se pose pas vraiment puisque les berges restent accessibles, la baignade est encore possible. Et comme disait Geoffroy, il y a d'autres endroits dans les gorges pour sauter. Maintenant, voilà, il faut faire attention à ce que ça ne se reporte pas sur d'autres endroits qui sont aussi sensibles. Donc, c'est une veille à mener, je pense, sur le long terme. Et pour Biodisport, nous, c'est un petit peu la même chose. En fait, vu que c'est une forme d'interdiction, mais qu'il n'est pas vraiment et que c'est sur une seule période de l'année, il y a quand même une période de l'année où c'est autorisé. Donc, on informe juste qu'il y a une période sensible. Effectivement, il faudrait proposer des itinéraires de report. Et pour ça, il aurait fallu aussi mener le travail avec les pratiquants. Ce qu'on a commencé à faire, mais par exemple, donc c'est juste à titre d'exemple, mais le comité d'escalade, on s'est vite rendu compte qu'en fait, eux, ils ont la vision de on n'arrête pas de leur retirer des voies d'escalade, et ils ont l'impression que les gestes viennent que de leur côté, pas de l'autre. Et donc, on s'est rendu compte que là, on touchait encore à quelque chose de sensible et que ça allait encore demander du temps, des discussions qu'on n'avait pas forcément, mais je sais que ça a été fait notamment dans les Alpes. Ils faisaient des sorties, par exemple, avec les grimpeurs, ils leur expliquaient, ils leur disaient, ben voilà pourquoi. Ils ont même été jusqu'à faire des inventaires avec eux.
inventaire Faucon Pèlerin par exemple. Et derrière, il leur disait, bah, allez plutôt sur cette voie-là. Donc après, ça c'est aussi le rôle du comité de communiquer, mais ça demande, je pense, encore plus de boulot que ce qui a déjà été fait. Donc oui, effectivement, c'est une très bonne réflexion. Nadine? Oui, mais je réagis à la suite là, de ce qui vient d'être dit. Et en Occitanie, il y a des choses également hein, qui se font vraiment. Mes deux mots, c'était de la compréhension réciproque. Et en fait, il faudrait rajouter encore deux autres mots, des enjeux, compréhension réciproque des enjeux. Et bon, bah, à travers le programme Roca Nature, en fait, on travaille avec, par exemple, la Ligue Occitanie de la FFME et bon, ces notions en fait, de prise en compte des enjeux lors de travaux d'équipement, de rééquipement, etc. Mais aussi, du coup, hein, de fréquentation. Ça a un impact aussi sur la fréquentation bah, là, en l'occurrence, par exemple, des sites d'escalade. On y travaille et c'est vrai que ça a été dit au tout début, mais ça demande énormément. En fait, ça demande un climat de confiance aussi. Bon, je crois que ça a été souligné hein, clairement. On est dans un travail de longue haleine où il faut que l'ensemble des acteurs se mettent, discutent. Il y a besoin également de se retrouver sur le terrain, de sensibiliser, de montrer effectivement les enjeux. Et il y a également, comment dire, par exemple, j'ai pu accompagner des grimpeurs, hein, des équipeurs sur des sites, leur montrer des enjeux et discuter. Effectivement, c'est un petit peu ce que Laure Jacob disait, de trouver des équipes à un endroit, voyons sur un autre site si vous pouvez développer une pratique, étendre peut-être en nombre de voies un site. Enfin, finalement, effectivement, hein, je pense qu'il y a nécessité, alors on l'appelle comme on veut, hein, donnant, mais en tout cas de poser sur les cartes sur la table, c'est vraiment le cas de le dire, de voir ce qui est faisable de faire, comment on peut peut-être un petit peu diffuser entre guillemets la pratique, enlever certains sites, mais peut-être aussi d'un point de vue du côté des naturalistes, accepter sur un site où il y a déjà de pratique, d'étendre voilà, un petit peu plus la pratique. Voilà. Mais tout ça, on est vraiment sur ces mots-clés là, de concertation, conciliation et vraiment de compréhension, d'échange, voilà, partage. Merci Nadine. On a rajouté du coup dans les ressources, dans le programme Roca Nature, je vous enverrai les liens également du coup dans le petit mail qui récapitule nos échanges de ce matin. On a le temps pour une petite dernière question ou une conclusion. C'est vrai que Nadine, c'était un peu le mot de la fin, et c'est vrai que tu as bien résumé la situation avec ton intervention. Je voulais pas couper hein, non, mais de toute façon, la c'est discussion. Donc, sauf si quelqu'un veut faire une dernière prise de parole ou une dernière petite question. Non. Et bien, du coup, on va conclure. Donc, merci à tous et merci à tous les intervenants surtout, et puis à la qualité des échanges et puis au dynamisme. Hein. Il y a eu plein de questions et d'échanges ce matin, c'était très intéressant. Donc, tout a été enregistré. Vous le retrouverez sur la plateforme Osmose et sur YouTube, comme je disais. Je vous envoie tous les liens dans le mail avec le mail de tous les participants aujourd'hui, puis ceux qui s'étaient inscrits et qui ne sont pas venus, parce que bon, je suppose qu'ils étaient intéressés aussi. Donc, éventuellement, ça peut faire des prises de contact. Je vous rappelle qu'il y a la rencontre des gestionnaires la semaine prochaine en visio de 10h à 12h30 mardi. Je vous ai envoyé le lien pour ceux qui étaient inscrits. Je vais le mettre aussi sur la plateforme Osmose pour ceux qui ne sont pas encore inscrits. Voilà, écoutez, je vous remercie tous. Merci Mélina, Emilien, Pierre. Et merci à tous et puis une excellente journée à vous. Et à très Merci bientôt. beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci, Bonne à journée à tous. bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, Au revoir. au revoir. Au revoir.